Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Une édition spéciale car l'après-Hollande a commencé au lendemain de l'annonce de la non-candidature du chef de l'État. La voie est libre pour Manuel Valls. Le Premier ministre s'est engagé à défendre le bilan du quinquennat tout en rendant hommage à un choix qui force le respect. Vous l'entendrez dans cette édition. Et ce renoncement a été largement salué par les proches du président de la République. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a dit son immense émotion. Tous saluent sa dignité, celle d'un homme d'État, alors que la droite y voit un aveu d'échec. Pour François Fillon, ce quinquennat s'achève dans la pagaille. On reviendra sur les raisons de cette décision et ses conséquences avec mes invités. La gauche abasourdie, éparpillée, pourra-t-elle se rassembler? La primaire de la belle Alliance populaire ne va-t-elle pas tourner à l'affrontement entre Arnaud Montebourg et Manuel Valls, lui qui avait évoqué deux gauches irréconciliables? Quelle place pour Emmanuel Macron dans ce nouvel échiquier? Le débat et l'analyse dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Après la défection de François Hollande, tous les regards sont tournés vers Manuel Valls. Quand va-t-il démissionner et officialiser sa candidature à la primaire, alors qu'on vient d'apprendre qu'il ne se rendra pas demain à la Convention nationale de la belle Alliance populaire? Ce matin, il s'engageait à défendre le bilan du quinquennat. On l'écoute. La décision du président de la République est celle d'un homme d'État. Et je veux dire aussi au président de la République, il le sait, à titre personnel, mon respect et toute mon affection. Dire aussi ma fierté, je la ressens, et les ministres qui sont aussi également. Dire ma fierté d'avoir été son ministre de l'Intérieur et d'être son Premier ministre. L'histoire remettra bien sûr en perspective l'action des 5 années qui se sont écoulées. Nous devrons défendre le bilan. Nous devrons défendre cette action. Et je le ferai, comme je le fais inlassablement dans les fonctions qui ont été les miennes. Très impopulaire, François Hollande a donc annoncé depuis l'Élysée qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat en 2017 lors d'une allocution télévisée. Un choix historique et inédit sous la 5e, comme nous l'explique Marie Brémaud avec Fabrice Cunet. Il tire sa révérence. 10 secondes, quelques mots pour une séquence politique historique. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Des sondages au plus bas, un désamour avec les Français, un éclatement politique à gauche, des circonstances qui ont conduit François Hollande à renoncer à une bataille qui semblait quasi perdue d'avance. Jamais auparavant dans la Ve République, un président en exercice n'avait abdiqué de la sorte. Pas François Mitterrand, l'autre président socialiste, et ce malgré la maladie, 2 septennats au final. Pas Jacques Chirac non plus, malgré la dissolution de l'Assemblée nationale et l'alternance politique. Pas Nicolas Sarkozy non plus, l'adversaire désigné de François Hollande. Malgré l'échec à la présidentielle en 2012, le Phénix avait tout de même essayé de renaître de ses cendres durant la primaire de la droite, sans succès. Cette déclaration sonne comme un aveu d'échec pour le chef de l'État et laisse un boulevard pour les candidats à la primaire de la gauche. Alors à gauche, justement, les réactions oscillent entre hommage et interrogation sur la succession de François Hollande, alors que la droite, je vous le disais, y voit un aveu d'échec. Écoutez ces quelques réactions recueillies ce matin au Sénat par Stéphane Amalian. Je peux affirmer que nos concitoyens, les Français, vont rapidement se rendre compte de l'homme d'État qu'il est, quand il a traversé la crise économique, sociale, très difficile que nos concitoyens vivent aujourd'hui, quand il y a eu également tous ces attentats, quand il y a vraiment une situation européenne difficile, quand il y a les combats à l'international. Je pense que le président de la République est à la hauteur. Je ne pensais pas que le président de la République annoncerait cette décision, même si maintenant on peut comprendre ce qui a motivé sa décision. C'est une attitude digne, mais qui signe malgré tout un constat d'échec qui est terrible pour le président de la République, bien sûr, mais surtout pour notre pays, parce qu'on se pose la question de savoir si ce quinquennat aura servi à quelque chose. On pensait, même nous, à droite, qu'il allait quand même y retourner. Mais je pense que beaucoup de ses amis, à commencer par le Premier ministre, lui ont dit « t'as pas notre soutien ». Et comme il s'est dit, une primaire, mauvais sondage, pas de bons résultats, un grand nombre de socialistes contre moi,
franchement, c'est pas la peine d'aller au carton. Alors, mes invités aujourd'hui, à l'occasion de cette édition spéciale, Pascal Perrineau, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue. Également sur ce plateau, Jean Garrigue, bonsoir. Historien, spécialiste d'histoire politique. Et Didier Mauss nous a également rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de droit constitutionnel. Avant d'entamer le débat sur les raisons de ce renoncement, on va tout de suite écouter Bernard Combe. Nous sommes en ligne avec vous, maire de Tulle, ami et proche de François Hollande. Est-ce que vous aviez été informé de cette décision surprise? Bonjour madame, bonjour messieurs. Non, je ne l'ai pas été. J'ai vécu le moment comme toutes les Françaises et tous les Français hier soir en direct, même si j'avais depuis un certain nombre de jours des doutes quant à ce qu'il allait décider, parce que je voyais bien que dans sa communication, notamment avec moi, il y avait des blancs, des temps un peu distendus, et puis comment dirais-je, vous savez, vous avez l'habitude de converser avec quelqu'un, vous le connaissez, et puis là il y avait une situation qui me paraissait être de nature à voir arriver ce choix qu'il a indiqué hier. Bon, après, moi je le respecte infiniment, je pense que c'est d'une grande dignité. C'est aussi pour lui le moment d'une grande liberté nouvelle. Je crois que ce matin, quand il a dû se réveiller et puis prendre son premier petit déjeuner finalement post-décision, ça a dû être comme une respiration nouvelle. Et puis maintenant, accepter aussi, une fois accepté cette décision qu'il a dû mettre très longtemps à prendre et dont il a dû peser au trébuchet tous les éléments. Bernard Combe, vous qui le connaissez bien, est-ce que sa famille a pesé dans cette décision, Ségolène Royal, ses enfants? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que d'abord ça a dû rester dans un cercle extrêmement restreint, peut-être 2 ou 3 fidèles amis politiques, et puis effectivement sa famille proche, la mère de ses enfants, et puis sa compagne sans doute. Mais c'est une décision qu'il a, à mon avis, parce que je sais comment il constitue son raisonnement, c'est une décision qu'il a prise vraiment seul, avec sans doute l'appui et les conseils de ses plus proches amis ou familles. Peut-être ses enfants, sans doute, ça a joué, mais bon, à mon avis, c'est quand même quelqu'un qui, par l'expérience et les qualités politiques dont il est muni, qui a tout simplement analysé la situation qui lui était faite et qui s'est dit peut-être que l'équation n'était pas possible à trouver, parce que voilà, il y avait un contentieux tel avec les Français, une incompréhension à tout le moins qui bien sûr va se réduire, vous allez voir, à vive allure, et puis encore plus vite après que d'autres soient venus au pouvoir et pris les mesures que nous risquons d'avoir à vivre, d'une part, et puis peut-être aussi le choix d'une primaire qui a à mon avis été une erreur de sa part. Accepter la primaire il y a quelques mois, à mon avis, c'était dans sa tête l'idée que la situation finirait par s'améliorer et que finalement, le PS et puis ses amis de gauche considéreraient qu'il était incontournable au vu des résultats à la fois économiques et sociaux et puis des sondages qui seraient améliorés, et qu'effectivement à ce moment-là, il deviendrait celui qui naturellement n'aurait pas besoin de primaire en tant que président sortant et deviendrait le candidat. Or, le temps lui a manqué. Dernière question pour vous, pardon, Bernard Combe, est-ce que vous pensez que l'histoire sera clémente avec le président de la République? Elle le sera, d'autant plus que je pense que c'est vraiment le dernier président, et c'est celui qui aura fait tourner finalement, fait prendre un virage à cette 5e République qui n'en peut plus de ses principes, parce qu'elle a été massacrée par le quinquennat et la nouvelle organisation politique qui s'en est suivie, et que de toute façon aujourd'hui, avec les urgences permanentes qui se posent dans les fonctions présidentielles, on ne peut plus vivre ça. Je pense que l'histoire lui donnera raison, parce que même le livre dans quelques années lui donnera raison, et à terme je pense que son action sera reconnue. Pour l'instant, pour aujourd'hui, effectivement, le jugement peut paraître sévère, mais vous verrez, je fais confiance moi à l'histoire et à sa relecture. Eh bien, merci beaucoup Bernard Combe, maire de Tulle, pour cette liaison téléphonique. Et je vous incite également à lire l'article de François Vignal sur publicsena.fr pour l'intégralité de l'interview de Bernard Combe. Pascal Perrineau, on voit que c'est la première fois qu'un chef d'État, après un seul mandat, renonce de lui-même à briguer sa propre succession. Comment analysez-vous cette décision? Est-ce que c'est l'aveu d'un terrible échec ou au contraire la marque d'une certaine lucidité? Les deux, je dirais. La lucidité prend en compte l'échec qui était répété mois après mois sur le terrain
économique, certes des indicateurs du chômage qui s'amélioraient, mais un tout petit peu. Le bilan sur le quinquennat était un bilan tout de même où voilà, le nombre des chômeurs a augmenté de près de 600 000 personnes. Sur le terrain social, on avait bien vu que les tentatives de réformer assez profondément le Code du travail avaient échoué. C'est tout le débat autour de la loi El Khomri. Et puis sur le terrain politique, on avait affaire, on le répète depuis tellement de semaines et tellement de mois, on avait affaire tout de même au président de la République le plus impopulaire. Et il était en train, depuis quelques mois, et en tout cas depuis quelques semaines, de disparaître presque des écrans radars. En termes d'intention de vote, on l'annonçait à 6-7%. Vous voyez, ça devenait littéralement ingérable. Avait-il véritablement d'autres choix? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous estimez que c'est le seul moyen, Jean Garrigue, pour lui, de sortir la tête haute, d'éviter finalement l'humiliation qui aurait été une élimination à la primaire notamment? Écoutez, oui, ça m'apparaît certain. Enfin, la défaite était annoncée, d'autant plus cruelle qu'elle se situait au premier étage de la fusée électorale, c'est-à-dire au premier tour, enfin au deuxième tour de la primaire, où il n'aurait peut-être même pas été qualifié. Donc là, il y avait vraiment toutes les raisons pour lui. Non, ce qui est plus étonnant, c'est qu'il ait choisi, il y a quelques mois, d'aller dans cette primaire en se mettant en porte-à-faux par rapport à l'esprit de la Ve République. Alors c'est vrai, en fonction des statuts du Parti Socialiste, mais qu'il aurait peut-être pu faire évoluer. Donc là, il y a certainement eu, à un moment donné, un manque d'appréciation politique qu'il est en train de payer aujourd'hui. Alors c'est vrai aussi que l'histoire, sans doute, réhabilitera François Hollande pour des tas de raisons. En tout cas, elle le fera remonter du bas des sondages où il était descendu. Mais en tout cas, il paye, me semble-t-il, non seulement sa présidence, mais aussi ses erreurs stratégiques qui ont été commises depuis plusieurs mois. Ouais, Didier Mauss, Pascal Perrineau le disait, c'est vrai qu'il n'avait peut-être pas d'autre choix. François Hollande, ça reste malgré tout historique et inédit sous la Ve République. Oui, c'est historique et inédit, mais enfin bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que François Hollande renonce à être candidat. Il faut bien que de temps en temps, il y ait des premières. Oui. Voilà, bon. Et il y en a eu pour quasiment chaque président, parce qu'il y a eu un événement inattendu. Bon, donc là, je crois que c'est pas ça le plus important. Le plus significatif, c'est effectivement le renoncement. Ceci étant, moi, je pense qu'il avait cette hypothèse dans la tête depuis plusieurs mois. Bon, et j'ai toujours dit que c'était une hypothèse qu'il ne fallait pas mettre de côté et que ça dépendrait en partie du résultat de la primaire de la droite et du centre. Et je suis convaincu que ce qui s'est passé de l'autre côté, avec l'élimination de Nicolas Sarkozy et la victoire surprise, quand même inattendue, de François Fillon, a joué dans sa décision ces jours derniers. Je pense qu'à l'inverse, si Nicolas Sarkozy avait gagné la primaire de la droite et du centre, je pense que François Hollande aurait été candidat. Alors, on va poursuivre l'analyse et le débat en plateau, mais on retrouve à présent Tam Tranui pour une première réaction. Tam, vous êtes avec le sénateur socialiste des Hauts-de-Seine, Philippe Kaltenbach, c'est à vous. Oui, Philippe Kaltenbach, beaucoup à gauche saluent le courage, la dignité de la décision de François Hollande, mais ce renoncement, c'est aussi un aveu d'échec. Bonjour. Non, je ne crois pas. Je crois que François Hollande a agi avec lucidité, en responsable politique, et il a considéré qu'il n'était pas le meilleur pour porter le drapeau de la gauche lors des élections présidentielles, et il a préféré se retirer. Je crois que c'est un choix qui est digne, qui l'honore, et que ce choix n'enlève rien à toute l'action qu'il a menée durant 5 années. D'ailleurs, je pense que dans quelque temps, on sera moins sévère avec son bilan, et il a quand même réalisé de grandes choses durant son quinquennat. Je pense à la COP21, je pense à la politique en faveur de l'éducation, je pense... Il reste toujours l'épine du chômage, par exemple. C'est vrai, c'est sûrement son plus... Gros échec. Gros échec, c'est certain. On voyait que la courbe du chômage commençait à s'inverser, mais le nombre de chômeurs a augmenté de manière importante. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui en France un chômage de masse. Et sur ce dossier-là, François Hollande n'a pas réussi. Et je pense que c'est ça qui explique aussi la difficulté qu'il rencontre aujourd'hui vis-à-vis de l'opinion. Oui, il y avait ce problème vis-à-vis de l'opinion, une impopularité record. Et puis il y avait aussi l'incapacité peut-être à unir la gauche derrière lui. Sûrement. Je pense qu'il a pris cette décision après avoir beaucoup consulté et il a senti que malheureusement, si certains le soutenaient, beaucoup aussi lui conseillaient de ne pas se représenter. Et je pense que ça a pesé dans son choix parce que pour gagner, il faut rassembler son camp. Et lorsqu'on a trop d'amis, entre guillemets, qui roulent contre vous, il est difficile d'envisager la victoire.
Donc bien sûr, ça a pesé fortement, mais je ne pense pas qu'il faille dire que François Hollande est responsable de tout. Il a fait son travail avec honnêteté, avec conviction. Après, le contexte est difficile. On est en crise économique depuis de nombreuses années. Il y a une situation internationale qui est difficile, une crise en Europe aussi. Donc le contexte était un contexte quand même particulièrement difficile pour François Hollande. Est-ce qu'il y a aussi une responsabilité de Manuel Valls? Est-ce que il a mis François Hollande à la porte en le pressant ces derniers jours, comme l'affirment d'ailleurs certains Hollandais? Non, je ne crois pas. Je crois qu'Hollande est un homme politique qui est capable de prendre ses décisions de manière réfléchie, sans être sous la pression d'un tel ou d'un tel. Donc je crois qu'il a pesé le pour et le contre. Et Manuel Valls... Il est légitime pour incarner la ligne du gouvernement dans la primaire, Manuel Valls? Manuel Valls, c'est le Premier ministre, donc c'est vrai que c'est lui qui est naturellement le plus à même de porter le bilan du gouvernement et, s'il gagne la primaire, d'incarner un projet pour 2017. Vous le soutiendrez? On va voir ce qui se passe dans le cadre de la primaire, mais je pense qu'aujourd'hui, il est certain que c'est lui qui est le plus légitime. Maintenant, nous allons avoir une primaire, il va y avoir un débat, à la fois sur le bilan, il faut avoir ce débat sur le bilan, mais aussi sur le projet. Donc on va voir aussi comment les différents candidats, qu'on ne connaît pas tous, vont se positionner, faire des propositions. Ça va être un débat qui maintenant s'ouvre sur qu'allons-nous faire pour 2017. Merci beaucoup Philippe Kaltenbach d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette première réaction en direct. Pascal Perrineau, on entendait justement Philippe Kaltenbach parler bien de cette fragilité de la majorité. Et finalement, François Hollande hier s'est dit lucide sur son incapacité à rassembler. Il s'est traîné cette question des frondeurs, de cette majorité fragile, comme un boulet tout au long de son quinquennat, ce qui a entraîné sa chute. Bien sûr, il y a une dimension individuelle, peut-être assez dramatique, qui touche François Hollande. Et on le sentait hier dans l'émotion qui était la sienne. On a rarement entendu François Hollande aussi ému qu'hier soir. Et puis, il y a une dimension collective. Si vous voulez, François Hollande, c'était tout de même le chef, l'hyperchef de la majorité. Et regardons dans quel état est la majorité qui l'avait soutenu en 2012. Il n'y a plus qu'un précaré de Hollandais, comme on dit, autour du président. Ça a commencé par une critique, j'allais dire, dans les marges de la majorité, les Verts, les communistes, etc. Après, ça a été le cœur de cible et le groupe parlementaire socialiste avec ce phénomène des frondeurs. Et puis on voit depuis quelques semaines que ça va beaucoup plus loin que cela, puisque ça touche des hommes et des femmes qui, encore récemment, soutenait François Hollande. Donc quand vous êtes à la tête d'une telle coalition, qui n'en est plus une d'ailleurs, d'un camp totalement hétéroclite, il faut savoir en tirer les conclusions, même si elles sont très, très pénibles pour cet homme qui n'était plus le chef de grand-chose. Jean Garrigue, il s'est aussi laissé enfermer dans le piège de cette primaire qu'il avait accepté, vous le disiez, du bout des lèvres. Oui, mais je pense comme Pascal Perrineau, on est quand même là dans un tournant de l'histoire, non seulement du Parti socialiste, mais de la gauche aussi, car on voit très bien à quel point ce Parti socialiste est totalement divisé. Le tempérament, la stratégie politique de François Hollande, qui était à rechercher la synthèse, a échoué. On est là dans une alternative entre au moins 2 ou 3 gauches différentes, le social-volontarisme d'Arnaud Montebourg, le social-libéralisme de Manuel Valls, quelque chose d'encore plus libéral peut-être avec Emmanuel Macron. Et alors, non seulement la gauche socialiste est divisée, mais elle est menacée sur sa frange de gauche par Jean-Luc Mélenchon, et à droite par Emmanuel Macron qui propose autre chose, ni droite ni gauche, ou à droite et à gauche. Et on pourrait même se retrouver, en tout cas à l'abord du premier tour de l'élection présidentielle, dans une situation qui nous ramènerait aux années 70, où le Parti communiste était plus fort que la famille socialiste, et avec Jean-Luc Mélenchon, soutenu par les communistes, on a toujours cette gauche protestataire, au fond, qui est quelque part l'héritière de cette gauche-là, de cette gauche communiste. Et voilà, on peut se retrouver dans cette situation, ce qui appelle à une recomposition, une reformulation, une redistribution, je ne sais pas quel mot employer, de ce qu'est aujourd'hui la gauche socialiste. Didier Mauss, je voudrais revenir quand même à cette décision de François Hollande. Est-ce que vous pensez qu'il a pu
pu sauver la fonction. On dit qu'il l'avait beaucoup abîmée, notamment par ses confidences avec les journalistes. Est-ce que ce renoncement sauve justement cette image abîmée de la fonction présidentielle? Ce qui est vrai, c'est que j'allais dire, François Hollande a commencé avec une mauvaise expression. C'est la notion de présidence normale. Le président de la République, quoi qu'on pense, n'est pas un homme normal, ne serait-ce que parce qu'il est en fonction 365 jours par an, 24 heures sur 24, et qu'il porte, de par la Constitution, la responsabilité de la France. Alors, est-ce qu'il a été dans un meilleur sens hier? C'est une sortie incontestablement digne du point de vue constitutionnel. Bon, on va voir maintenant comment il exerce ses pouvoirs jusqu'au mois de mai. Bon, mais je dirais dans l'échelle des présidents, pour l'instant, il n'a pas grandi la fonction. Alors, on va voir maintenant ce qu'il en est de la stratégie de Manuel Valls, puisque cette annonce lui ouvre clairement la voie. Depuis des semaines, le Premier ministre faisait monter la pression de ses déclarations dans le JDD, où il se disait prêt pour la relève, aux rumeurs de sa démission. Sa stratégie a été payante, mais il risque de trouver sur sa route Arnaud Montebourg dans un face-à-face fratricide à la primaire. Mounir Soussi. La guerre des nerfs a payé pour Manuel Valls. Depuis plus d'un mois, le Premier ministre et ses proches n'hésitaient plus pour mettre la pression sur François Hollande en diffusant ce message. Le président est trop affaibli pour porter la gauche au second tour de l'élection présidentielle. L'offensive est passée à la vitesse supérieure à la parution du livre de confidences écrit par 2 journalistes du Monde. Un président ne devrait pas dire ça. En privé, Manuel Valls a distribué piques et critiques mettant en cause la crédibilité du chef de l'État après la publication d'un tel ouvrage. L'interview du week-end dernier dans le JDD a poussé le président dans ses derniers retranchements. Cette sortie a fait monter la tension à la tête de l'exécutif. Ma conception des institutions, c'est l'engagement et la loyauté. Il n'y a pas de crise institutionnelle. Après avoir réussi à étouffer la candidature de François Hollande, l'heure est au recensement des troupes. Manuel Valls peut compter sur des Hollandais historiques comme Michel Sapin ou Jean-Yves Le Drian. Si d'aventure le président de la République estimait ne pas devoir se présenter, alors, à mon avis, Manuel Valls serait naturellement le mieux placé. Le défi est maintenant de rassembler une gauche morcelée et même irréconciliable selon les mots du Premier ministre. Premier test samedi à la réunion de la Belle Alliance Populaire où il doit prendre la parole. L'accueil qui lui sera réservé donnera un indicateur des chances de succès de celui qui avait réuni 5% des suffrages lors de la primaire de la gauche en 2011. Alors, Manuel Valls, qui ne se rendra pas, on l'a appris cet après-midi, à la grande convention prévue de la Belle Alliance Populaire. Demain, Pascal Perrineau, le hollandisme est mort. Vive le valsisme, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Le hollandisme, comme on le rappelait tout à l'heure, c'était une volonté, bien avant qu'il ait été président de la République, de synthèse des différentes sensibilités du Parti socialiste. D'ailleurs, quitte peu à peu à perdre même la notion de centre de gravité. On ne savait plus très bien où était le centre de gravité du socialisme français. Aujourd'hui, avec Manuel Valls, c'est une sensibilité bien particulière. Un certain républicanisme vertical, un social-libéralisme très proche au fond de la troisième voie qu'avait inventé en Grande-Bretagne Tony Blair. C'est tout de même ça qu'il y a derrière Manuel Valls. Ça n'était pas cela qu'il y avait derrière François Hollande. Ce qui explique d'ailleurs la vigueur des affrontements que l'on voit déjà, alors que Manuel Valls n'est pas encore candidat, que l'on voit vis-à-vis du Premier ministre. On sent très bien que ça commence à cartonner, comme on dit, sur Manuel Valls. Parce que Manuel Valls, à chaque fois qu'il s'est compté dans des congrès socialistes, il était en dessous de 5%, et à la primaire ouverte en 2011, il était entre 5 et 6% des suffrages exprimés. Donc, certes, maintenant, il est auréolé du poids de la fonction primo-ministérielle, et d'autre part, je regardais les derniers sondages de popularité, il était tout de même... Il est 2 fois plus populaire que le président de la République. Donc il a un coussin de popularité qui va lui permettre de compter, mais l'affaire n'est pas gagnée. Ouais. Est-ce qu'il va respecter une sorte de délai de décence avant de démissionner, d'officialiser sa candidature, Jean Garry ? Ça me paraît évident, ça me paraît nécessaire. Il faudra démissionner à un moment donné de sa fonction, je le suppose, pour mener une campagne de ce type. Peut-être que voilà, les autres avis seront donnés. Simplement, il est quand même dans un piège politique, malgré tout, parce qu'il doit assumer un bilan tout en exprimant une différence, tout en amenuisant finalement ce qui le sépare
de la quasi-totalité des autres qui, comme l'a dit mon collègue, lui tapent dessus, tout en essayant aussi d'exprimer sa sensibilité républicaine, clémenciste. C'est quand même un pari très, très difficile qui lui est offert. Je ne pense pas que ça, au fond, ça soit la meilleure solution pour lui. Bon, il a été obligé de l'assumer, mais si ce n'est pour jouer, alors évidemment, un coup plus loin, installer un autre socialisme, puisque lui a toujours dit qu'il y avait des gauches irréconciliables et qu'il voulait construire quelque chose de nouveau, mais à travers, dans l'immédiateté de cette campagne présidentielle, c'est un défi quand même très très difficile qui s'annonce. Alors avant de continuer le débat, on retourne à la salle des conférences, puisque Tam Tranui, vous êtes avec la sénatrice Les Républicains du Val-de-Marne, Catherine Procaccia, pour une réaction. Oui, le renoncement de François Hollande ne relance-t-il pas justement la primaire à gauche avec la très probable candidature de Manuel Valls? Et est-ce que ce n'est pas un candidat plus dangereux que François Hollande pour François Fillon? Je ne pense pas qu'il soit plus dangereux que François Hollande, puisque Manuel Valls et François Hollande sont liés depuis 4 ans. Pour vous, c'est la même chose? Pour moi, c'est à peu près la même chose. Quand on regarde les scores de popularité de Hollande et de Valls, ils ont toujours été liés. Et certes, il fut un moment où Manuel Valls avait une meilleure popularité que François Hollande, mais là, tous les deux, ils sont descendus bien bas. Et que ça relance la primaire pour la gauche, je trouve que pour la gauche, c'est peut-être bien, parce que ça va leur donner un petit peu le sentiment de pouvoir être utile à quelque chose. Alors que si Hollande s'était présenté, je pense qu'un certain nombre de gens auraient voté pour lui, ne serait-ce que pour ne pas le ridiculiser. Mais je ne crois pas qu'il aurait passé le cap du deuxième tour. Manuel Valls n'a encore rien annoncé, mais peut-il être candidat à la primaire et rester pour vous Premier ministre? Vous dites que Manuel Valls n'a rien annoncé? C'est pas exactement ce que la presse disait jusqu'à présent avec sa déclaration dans le JDD. Et puis tout le monde sait bien que le déjeuner de lundi, soit Manuel Valls démissionnait. Pour l'instant, il est simplement assumé le quinquennat. Il a assumé, il est sorti souriant et Hollande un peu moins. Donc je pense que la candidature, elle est déjà annoncée et prévue. Il s'est préparé. Oui, c'est une présidentielle inédite quand même qui s'annonce. François Fillon et finalement certainement pas François Hollande, en tout cas pour cette présidentielle. En tout cas, c'est pas la primaire qu'annonçaient les sondeurs et les médias avec du Hollande-Sarko ou autre. Ça sera pas ça du tout. Il y a encore 5 mois. En 5 mois, plein de choses peuvent bouger. En tout cas, à gauche plus qu'à droite, puisque à droite, on a notre candidat, on a réussi nos primaires, on a eu une mobilisation et on va continuer à faire cette mobilisation. Donc à droite, on sait qui sera le candidat. À gauche, je ne suis pas joueuse, mais je ne parierai sur personne. Merci beaucoup Catherine Procaccia d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction en direct. Didier Mauss, est-ce que ça va être simplement, il y a une simple formalité justement, la démission de Manuel Valls pour se lancer dans la primaire? Vous savez, il n'y a jamais de simple formalité dans la vie politique. Bon, et ça ne se passe pas toujours comme on l'a imaginé. On vient d'en avoir quelques exemples au cours des dernières semaines. En réalité, on a connu 2 premiers ministres qui ont été candidats à l'élection présidentielle, mais dans un contexte de cohabitation. Jacques Chirac en 1988, Lionel Jospin en 2002. Ni l'un ni l'autre n'a démissionné, alors qu'ils auraient parfaitement pu le faire et se faire remplacer pendant 3 ou 4 mois par un de leurs amis. Ils ont eu tort de ne pas démissionner, ils l'ont d'ailleurs reconnu l'un et l'autre, parce que c'est très difficile d'être Premier ministre, disons, jusqu'à 17h, et candidat à partir de 17h. La formule est de l'un d'eux, je ne sais plus lequel. Bon, donc Manuel Valls a intérêt à un moment donné à démissionner, ne serait-ce que pour pouvoir se consacrer à 100% à sa tâche de candidat. Mais quand? Alors là, ça reste ouvert. Et notamment, est-ce qu'il faut le faire avant ou après les primaires? Bon, moi, je trouve qu'il y a une plage, une fenêtre assez bonne dans le calendrier. C'est dans une quinzaine de jours. Après la clôture des candidatures à la primaire, donc le 15 décembre, et juste avant ou après la fin de la session parlementaire avant Noël. Je crois que ça serait trop perturber le travail parlementaire que de démissionner tout de suite, parce qu'on perd 2 ou 3 jours de travail. Or, on sait que le Parlement va s'arrêter le 21
21 ou le 22 décembre et qu'il y a toute une série de choses à finir. Et là, il y aurait peut-être une bonne occasion pour Manuel Valls de prendre du champ et de redémarrer en janvier, non plus du tout en tant que Premier ministre, mais véritablement en tant que candidat. Mais je crois qu'il va être obligé de le faire. J'ajoute que depuis les précédents que j'évoquais, le contrôle sur les comptes de campagne est devenu beaucoup plus important et un Premier ministre candidat à une élection présidentielle, c'est très compliqué du point de vue de la comptabilité. Qu'est-ce qui relève de la fonction de Premier ministre? Qu'est-ce qui relève de la candidature? Est-ce qu'il a pris du retard, du coup, Manuel Valls, sur un autre candidat à la présidentielle qui est Emmanuel Macron, qui, de plus, s'est affranchi de cette primaire? Vous savez, c'est le scénario même des primaires de la gauche organisées en janvier qui a fait que, voilà, il y a du retard à gauche. Il y a du retard et que, en effet, certains objets politiques non identifiés, comme Emmanuel Macron, occupent peu à peu le paysage. Et la nature politique ayant horreur du vide, on voit bien que pour le candidat socialiste qui sera issu des primaires, l'espace à gauche est déjà très largement occupé. Mais je crois que un des objectifs essentiels pour Manuel Valls, c'est de prendre son autonomie. Certes, il nous a dit tout à l'heure, mais il est encore Premier ministre, qu'il défendrait le bilan, très bien, mais il faut qu'il existe par lui-même. Ça fait partie de ce délai de décence dont on parlait, Pascal Perrineau. Et là, pour exister, il faut qu'il démissionne, sinon il continuera à être lié jusqu'au bout à la présidence sortante. Jean Garrigue, est-ce que vous avez eu le sentiment que François Hollande adoubait quelque part Emmanuel Macron hier, lorsqu'il a parlé des progressistes dans son discours? Écoutez, moi, j'ai pas eu ce sentiment. Je pense que la logique, là encore, politique et, j'allais dire, institutionnelle, veut que le candidat adoubé, ça soit Manuel Valls, pour la simple et bonne raison qu'il va falloir quand même assumer le bilan. Mais comme l'a dit Pascal Perrineau, il faut assumer ce bilan tout en faisant entendre cette petite musique. Cette petite musique existe. Elle lui permet d'être beaucoup plus haut, enfin plus haut en tout cas dans les sondages que François Hollande. C'est une image d'autorité qui a cruellement fait défaut à François Hollande. Et donc, dans cette ligne républicaine, il y a certainement quelque chose à creuser, un sillon à creuser pour François Hollande, pour Manuel Valls, lapsus révélateur. Mais incontestablement, voilà, il y a quelque chose qu'il faut marquer une différence par rapport à ce qu'était le hollandisme. Didier Mauss, en 12 jours, on a vu le paysage politique qui se modifie complètement en vue de cette présidentielle avec l'élimination surprise de Nicolas Sarkozy. Cette fois, François Hollande n'ira pas. On a entendu Marine Le Pen aujourd'hui, de manière ironique, dire qu'elle allait être face aux doublures. Est-ce que ça l'avantage quelque part, ce renoncement de François Hollande, Marine Le Pen? Écoutez, ça change complètement le paysage politique. Effectivement, on va avoir un paysage politique auquel personne ne pensait à la fin de l'été. Voilà, bon, mais c'est aussi ça la réalité politique. Et quand vous évoquez l'élimination de Nicolas Sarkozy, bon, j'allais dire, il y a quand même longtemps qu'on ne donnait pas gagnant de la primaire de la droite et du centre. La plus grande surprise, c'est quand même la mise à l'écart d'Alain Juppé, du point de vue des prévisions que l'on faisait il y a encore 2 mois. Alors, ce ne sont pas des doublures, je dirais à partir du moment où il y a des hommes politiques ou des femmes politiques de qualité et de premier plan, personne ne peut dire que ce sont des doublures. C'est une expression, bon, j'allais dire un petit peu facile, mais Marine Le Pen n'est-elle pas un peu aussi le clone de son père? Pascal Perrineau, justement, sur cette présidentielle avec ses cartes rebattues. Et puis je crois qu'il faut sortir comme ça des images stéréotypées. Ce qui est en train de se passer, ce sont des électeurs qui prennent la parole et qui dérangent les institutions, qui dérangent le jeu des appareils, qui dérangent les vieilles habitudes. On le voit en France et au-delà d'ailleurs de nos frontières. Et on le voit bien dans l'élimination de Nicolas Sarkozy, dans l'élimination d'Alain Juppé, dans l'élimination, auto-élimination de François Hollande. C'est cela ce qui se dit. Alors bien sûr, ceux qui ne se soumettent pas pour l'instant au verdict des urnes, à savoir Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, peuvent donner des leçons. Voilà. Mais il faut bien voir qu'il y a là quelque chose que même les candidats des extrêmes, que ce soit à droite ou à gauche, seront obligés d'entendre. Bien, merci beaucoup Pascal Perrineau, merci Jean Garrigue, merci Didier Mauss. On continue notre édition spéciale et on retourne à la salle des conférences où nous attend Nicole Bricq au micro de Tam Tra Nuit. C'est à vous. Oui, Nicole Bricq soutient d'Emmanuel Macron.
Comment accueillez-vous tout simplement cette décision de François Hollande de renoncer à se présenter à la primaire de la gauche et à la présidentielle? D'abord, je vous fais part d'un sentiment personnel, d'une certaine tristesse, parce que j'ai été ministre de François Hollande dans son premier gouvernement, donc je suis attachée à ce qu'il a fait dès le début du quinquennat et qui a été contesté de l'intérieur même des socialistes dès le départ. Donc je trouve que voilà, je ressens d'abord de la tristesse. Maintenant, il a expliqué, il a défendu, il y tenait son bilan. Je pense que justement, il avait le souci de sortir par le haut et surtout de permettre que son bilan soit réévalué dès le début de cette campagne présidentielle. Est-ce que ça peut avoir, selon vous, un impact sur la démarche présidentielle d'Emmanuel Macron? On a vu un certain proche de François Hollande, par exemple Jean-Pierre Mignard, dire qu'il soutiendrait Emmanuel Macron. Je n'ai pas été surprise de la déclaration de Jean-Pierre. Je m'y attendais un peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Emmanuel Macron, il s'est toujours déterminé, non pas par rapport à tel ou tel candidat, mais il s'est déterminé par rapport à ce qu'il compte apporter dans cette campagne aux Français et à la France, c'est-à-dire une offre politique nouvelle. Et c'est vrai que le quinquennat ne permet pas, tel que, de la dégager. Hier soir, le président de la République, en défendant son bilan, a montré la cohérence de ses objectifs et ce qu'il avait entrepris pour y arriver. Mais c'est vrai qu'il a manqué une pédagogie de l'action et que ça n'a pas permis. Pour vous, oui, je pense que ce n'est pas les choix. De la gauche, ce ne sont pas les choix. Contrairement à ce qui va se raconter dans la primaire du Parti socialiste, ce ne sont pas les choix, ce ne sont pas les objectifs, c'est l'exécution de ces choix. Et la pensée socialiste moderne ne peut évoluer qu'à partir d'une réflexion théorique. Qu'est-ce qui est la marque d'une gauche de gouvernement dans une économie ouverte, dans une économie de marché, avec justement un message social qui doit être renouvelé. Et c'est ça qu'essaye du mieux qu'il peut d'apporter Emmanuel Macron. Est-ce que pour vous, au niveau de la primaire de la gauche, il y a un candidat qui peut permettre l'unité? On se rappelle que Manuel Valls lui-même avait dit qu'il y avait deux gauches irréconciliables. C'est une formule excessive, mais c'est vrai que moi, qui suis socialiste depuis plus de 40 ans, je n'ai plus de pensée commune du monde, de la France, de l'Europe, avec quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon ou même quelqu'un comme Arnaud Montebourg. Donc je pense que cette primaire, telle qu'elle est, avec ses protagonistes actuels, s'apparente plutôt à un congrès du Parti socialiste ou un pré-congrès pour l'après qu'au choix de quelqu'un qui portera les couleurs de la gauche au présidentiel. Et je pense que si Manuel Valls s'y engage, j'ai peur qu'il soit tiré vers le passé, puisqu'il est comptable de ce bilan, et qu'il serve de bouc émissaire facile aux autres protagonistes. Et je pense que cette primaire est un piège pour quelqu'un qui a une pensée réformiste. Et c'est pour ça que je pense que Emmanuel Macron a bien fait de ne pas s'y soustraire. C'est contraire à toute sa démarche. Merci beaucoup. De s'y soustraire. Merci beaucoup, Nicole Briquet, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette réaction. Alors dans quel état François Hollande a-t-il laissé la gauche? La fragilité de sa majorité l'a poursuivi tout au long du quinquennat, allant jusqu'à entraîner sa chute. Conscient de son incapacité à rassembler son propre camp, il a préféré passer la main. Cécile Sixou. Une belle alliance populaire, les socialistes voulaient rassembler en 2017, mais à gauche, 6 candidats se sont déjà déclarés hors primaire. Parmi eux, Jean-Luc Mélenchon, rallié par les communistes, pour qui le retrait de François Hollande ne change rien. J'ai dit depuis 1 an que la gauche ne pourrait pas se rassembler autour de François Hollande, donc il faut une autre construction politique. Et je continue de dire qu'elle doit rassembler Jean-Luc Mélenchon, les communistes, les socialistes critiques avec cette voie-là. Emmanuel Macron aussi fera cavalier seul sous les couleurs de sa formation politique En Marche. Avec le retrait de François Hollande, il espère rassembler autour de lui les progressistes évoqués hier par le président de la République.
C'est dans la famille socialiste que le renoncement du président pourrait avoir le plus de conséquences. Manuel Valls pourrait se présenter à la primaire à sa place et à la gauche du parti où l'on ne voulait déjà plus de François Hollande. Il ne fait pas l'unanimité. Ils sont solidaires, témoins solidaires de la même politique. Le 49-3, c'est François Emmanuel. La déchéance de la nationalité, c'est François Emmanuel. Et tout d'un coup, il y aurait des désaccords tellement importants que Manuel Valls mettrait la pression sur François Hollande pour être candidat. Personne n'y croit. C'est chez lui la volonté un peu isnogoudienne, si vous me permettez cela, d'être calife à la place du calife. Il faut incarner une gauche totale. Une gauche totale, c'est pas une gauche radicale, c'est une gauche qui aspire à gouverner, mais qui aspire profondément à transformer. Il me semble qu'aujourd'hui, Manuel Valls ne peut pas être la réponse à cela. Les proches de François Hollande, les historiques, risquent, eux, de se disperser. Vont-ils suivre le candidat issu de la primaire ou, comme l'a déjà fait Jean-Pierre Mignard, se ranger derrière Emmanuel Macron? Enfin, quid de ceux qui s'accommodaient de la candidature de François Hollande, comme Martine Aubry ou Christiane Taubira, mais pour qui, pour des raisons idéologiques, il va être difficile de soutenir Manuel Valls s'il se présente aux primaires. Allez, on continue cette édition spéciale avec mes invités sur ce plateau. Bariza Chiari, bonsoir, sénatrice socialiste de Paris. Vous soutenez Emmanuel Macron dans cette course à la présidentielle. Également sur ce plateau, Mathieu Hanotin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis. Vous êtes le directeur de campagne de Benoît Hamon. Merci d'être avec nous. Alexis Corbière est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Première question pour vous, Mathieu Hanotin. Il n'est pas le bienvenu à la primaire de la gauche, Manuel Valls ? Ben si, mais enfin moi je le pense, je l'ai dit effectivement, je pense que cette primaire va servir à une chose, et quelque part le renoncement hier du président de la République le permet, parce qu'il y avait un risque avec la candidature de François Hollande, c'était celui de détourner le débat, d'avoir un débat pour ou contre le président sortant avec une posture institutionnelle forte. Ça n'existe plus aujourd'hui. Donc on en pense qu'on en veut, mais la réalité est celle-ci. Et finalement, quelque part, je dirais que tout le monde est remis sur un pied d'égalité. Manuel Valls, s'il se présente, et je n'en doute pas, démissionnera. Et donc, tout le monde sera sur un pied d'égalité face à l'élection. Et l'enjeu de cette primaire, c'est que les électeurs de gauche, le peuple de gauche, puissent arbitrer, pas une bonne fois pour toutes, mais dans ce moment-là, réellement, s'ils souhaitent, pour les 5, 10, 15 ans qui viennent, une gauche qui est incarnée par une forme de libéralisme autoritaire ou par une gauche que moi je qualifie tout simplement de social-démocrate. Et dans social-démocrate, il y a démocrate, et on a bien vu cette année avec le 49-3 qu'il y a eu 2-3 petits problèmes sur le sujet, et social. Est-ce qu'on n'assiste pas, Mathieu Hanotin, à une sorte de tout sauf Manuel Valls qui est en train de se mettre en place, notamment à l'aile gauche du parti ? Mais écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que Benoît Hamon sera candidat, il l'a dit, et qu'il affronterait le représentant de la ligne que j'ai qualifié à l'instant de libéralo-autoritaire qui était porté par ce gouvernement, particulièrement cette dernière année 2016, et quel qu'il soit. Nous aurions préféré affronter François Hollande pour une raison simple, c'est qu'il était le dépositaire de la primaire de 2011, donc celui qui avait été mandaté pour ça. Ce n'est plus le cas, au moins ça aura cet avantage-là de clarifier les choses. Ouais. Alexis Corbière, il va y avoir un embouteillage à gauche, notamment à l'aile gauche, entre Jean-Luc Mélenchon et un candidat qui représenterait les frondeurs aussi. Qu'est-ce que vous appelez embouteillage ? On ne va quand même pas interdire des candidats. Ouais. Donc le problème, ce n'est pas la multiplication de candidats, c'est qu'est-ce qu'on dit au pays. Là, ce qui se passe aujourd'hui, la démission, le renoncement du président de la République. Le lapsus est révélateur. Oui, non, il va rester jusqu'au bout, mais voilà, c'est un échec. Un aveu d'échec, une confirmation que ce que nous disons avec Jean-Luc Mélenchon depuis 2012 est vrai, il aurait pu le dire d'ailleurs, conformément à ce que dit Jean-Luc Mélenchon depuis 2012, j'ai échoué. Tous les choix que j'ai faits étaient mauvais dès le départ, alors qu'à l'époque, quand nous portions cette critique, on disait vous exagérez, etc. C'est nous qui avions raison. Mais c'est un échec collectif, c'est-à-dire que ce serait trop facile de considérer qu'un homme se voit accablé de tous les problèmes, alors qu'il y a une équipe, depuis 2012 d'ailleurs, qui ont mis en œuvre des choses. Vous savez, le premier renoncement, c'est le traité Sarkozy-Merkel que Hollande devait renégocier et qui impose le fait qu'il y ait des politiques aujourd'hui d'austérité qui soient menées pour respecter les 3%. Bon, ben voilà, donc à partir de là, moi, vous comprenez à quoi je veux en venir, c'est qu'au nombre de ministres qui étaient présents à ce moment-là, M. Montebourg, M. Hamon, qui étaient dans les gouvernements, qui ont dit ok, le traité Sarkozy-Merkel, le fait qu'on l'adopte n'est pas un problème pour nous, me semble aussi à des degrés divers, mais porter la responsabilité de l'échec qui amène à ce que Hollande ne puisse pas se présenter. C'est vraiment pour laquelle avec Jean-Luc Mélenchon,
on parle au pays. Et ce congrès du PS nommé primaire qui va avoir lieu en janvier désignera le candidat PS, mais ça ne nous concerne plus. Reza Chiari, vous qui soutenez Emmanuel Macron, on voit de nombreux appels pour que l'ancien ministre de l'économie participe à cette primaire. Qu'en pensez-vous? Eh bien non, Emmanuel Macron ne participera pas à la primaire du PS. D'abord parce qu'il me semble que ça ressemble à un congrès extraordinaire du Parti socialiste ouvert à tous les Français. C'est pour l'héritage. D'abord, première chose. Deuxièmement, moi j'ai voté contre le principe de la primaire au sein du Parti socialiste parce que la primaire désigne un homme, on est tous derrière, mais ça ne clarifie pas jamais la ligne politique. La preuve, puisque ça a vu l'émergence des frondeurs pendant les 4 années. Donc la ligne politique n'est pas pour autant claire quand il y a une primaire. Donc moi, pour ce qui concerne Emmanuel Macron, c'est une ligne centrale, c'est une forme de centralité, les progressistes de tous bords qui veulent nous rejoindre pour une refondation positive de la vie politique française. Mathieu Hanotin, on voit bien cette dispersion, cette gauche émiettée. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se rassembler pour éviter une élimination dès ce premier tour de la présidentielle? C'est un enjeu de la primaire. Et je pense qu'on verra. Moi, j'appelle tous les Français à participer massivement, parce qu'on peut se raconter ce qu'on veut ici. Ceux qui ont le dernier mot à la fin, c'est les Français. C'est-à-dire que, concrètement, si il y a des centaines de milliers, quelques millions de Français qui se mobilisent pour cette primaire, vous verrez que tous ces débats-là n'existeront plus parce que ce seront eux qui auront imposé leur choix. Et qui diront, voilà, j'envoie un message clair, une volonté que la gauche, elle se rassemble autour d'un candidat qui sera... Et là, on le voit, derrière le candidat, il y aura quand même une ligne politique. Enfin, je veux dire, autant, on aurait pu... certes, mais là, quand on voit les choix qui vont être opposés, il y a des choix qui seront d'une clarté extrême. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au moins ce renoncement du président permet cela. Permet que là, le peuple de gauche va être confronté à un choix. Et moi, j'en appelle vraiment à chacun à sa responsabilité, parce que si, réfléchissons 2 minutes, si la primaire ne marche pas, qu'est-ce qui se passe derrière? Effectivement, il n'y a qu'une seule conséquence, c'est l'émiettement. Et l'émiettement conduit à l'élimination de tout candidat de gauche, quel qu'il soit, au second tour de la présidentielle, et son absence, du second tour de la présidentielle. La primaire est une vraie solution de ce point de vue-là. Moi, j'ai souhaité, dès le début, que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon puissent participer à cette primaire. Ils ne le souhaitent pas, chacun est libre, on est dans une démocratie, fort heureusement, mais derrière, la primaire, elle permettra de donner à celui qui sortira de cette primaire une légitimité qui est plus grande que celle de son simple ego, mais la légitimité de plusieurs centaines de milliers, de millions de personnes. Mathieu Hanotin, hier, Marie-Noëlle Lienemann, qui était notre invitée sur ce plateau, estime qu'il faut une main tendue de Benoît Hamon et de Gérard Filoche, de sa candidature aussi peut-être, pour qu'il y ait une candidature unique derrière Arnaud Montebourg pour représenter l'aile gauche du Parti socialiste. Qu'en pensez-vous? Non, mais je pense que ça n'aurait pas beaucoup de sens aujourd'hui. Je veux dire, non mais, excusez-moi. Face à Manuel Valls. Non mais donc, on n'est pas dans une logique de référendum, justement. On n'est pas dans une logique de référendum face à un tel ou un tel. C'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas d'anti-valsisme. Il y a une ligne politique qui est incarnée par Manuel Valls. Aujourd'hui, si Benoît Hamon et Arnaud Montebourg racontaient la même chose depuis le début de cette campagne, qui a maintenant commencé depuis 2-3 mois, la question pourrait se poser. Ce n'est manifestement pas le cas. Enfin, il n'y a qu'à regarder, par exemple, sur la question écologique, sur la sortie du diesel, sur les questions démocratiques avec le 49.3 citoyen que porte Benoît Hamon. Donc aujourd'hui, cette question, elle ne se pose pas. C'est aux électeurs, et en leur faisant confiance, de leur donner du choix, justement pour faire respirer la démocratie française et respirer la gauche, que derrière les candidats, il y aura des programmes. Et dans une élection, vous savez, il y a un premier tour et un deuxième. Au premier, généralement, on choisit, et au deuxième, on élimine. Alexis Corbière, Mathieu Hanotin aurait souhaité que Jean-Luc Mélenchon participe à cette primaire. Qu'en pensez-vous? Vu que le spectacle des primaires, c'est un spectacle déprimant, il voit qu'il y a une dynamique chez Mélenchon, ils se venez revivifier un peu. Moi, je leur dis, je ne veux plus me mêler des histoires du Parti socialiste. C'est leur problème. Ils sont tous responsables. C'est ça la difficulté. Je veux dire, on leur a dit, ils ont mené cette politique, ils ont, je répète, le traité Sarkozy-Merkel, ils l'ont tous accepté, tous au gouvernement. Alors vous voyez, maintenant vous avez des personnages qui viennent, ah mais j'y suis pour rien, c'est comme l'ardoise magique dans notre enfance, j'y suis pour rien, puis t'as vu le responsable, ça le fait François Hollande, il s'en va, et puis non, c'est plus compliqué que ça. Et je répète, c'est pas parce que quelques centaines de milliers de gens, c'est significatif, ont participé à la primaire, que ça concerne les 44,6 millions d'électeurs. C'est aussi une leçon que nous donne la leçon de la primaire de la droite. Il y a du monde qui est venu voter, mais c'est sociologiquement très ciblé. Les gens qui tournent encore
autour du PS, il y a encore quelques centaines de milliers de gens, mais je crois que ça n'est pas le reste du pays auquel il faut parler, notamment les milieux populaires. Eux, il faut aller leur parler et ils ne veulent plus entendre parler du PS. Vous savez, aujourd'hui, un responsable PS, quand il fait un meeting, souvent il y a plus de CRS à la sortie qu'à l'intérieur de gens qui viennent l'écouter. Surtout en représentant de la ligne gouvernementale. Hein, parce que nous, nos meetings se passent très bien. Je vous rassure, Alexis non, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Les meetings de Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, il n'y a pas grand monde. Venez. Non, mais ça c'est la vérité. Non, mais donc, vous voyez, nous, on parle au pays et c'est ça. D'ailleurs, j'en profite, ce sera le 14 décembre à Japy. Très bien. Grand meeting de lancement de Non, mais si la candidature de Jean-Luc Mélenchon est si forte, c'est précisément parce que nous ne passons pas aux primaires. Nous, on a sorti un programme, il est là, on est en campagne. Et je répète, les congrès PS qui se tiennent, et ils désigneront le candidat du PS, on le battra, pas de problème. Barry Zacharie, on se souvient de ces mots de Manuel Valls, il y a deux gauches irréconciliables, ça veut dire aussi que c'est une explosion, un émiettement qui va être fatal à la gauche. Là, peut-être que je pourrais rejoindre mon collègue député, c'est que ça va permettre, j'espère en tout cas, que ça va permettre de fixer une ligne politique. L'écart est tellement grand que le choix, finalement, va pouvoir se faire. La question qui me préoccupe, moi, c'est Emmanuel Macron. Et il y a du monde dans les meetings d'Emmanuel Macron. Il y a des milliers de gens qui attendent à la porte de la mutualité. Et le quart d'heure pub, le 10 décembre, nous aurons un grand meeting au Palais des Expositions. Oui, mais est-ce qu'il est prêt à endosser la responsabilité justement de cet éclatement de la gauche qui serait synonyme de l'absence de candidat de la gauche au second tour de la présidentielle? Alors, la gauche n'a pas eu besoin d'Emmanuel Macron pour se détruire. Elle s'est détruite de l'intérieur. Et bien avant. Emmanuel Macron, il a quand même bien participé en étant d'abord conseiller de François Hollande et après ministre de l'économie. Non, mais peut-être qu'Emmanuel Macron a participé à ce que les choses commencent à se rétablir et que le temps a manqué à François Hollande pour voir les effets de la politique d'Emmanuel Macron. Non, mais il y a une difficulté qu'il faut pointer, c'est que, y compris le système des primaires, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va y avoir un débat entre socialistes, mais par exemple, si c'est Manuel Valls qui l'a emporté, M. Hanotin, qui n'est pas d'accord avec Manuel Valls, on l'a compris, mais soutiendra Manuel Valls. Donc ça amène à ce que face aux Français, c'est-à-dire, je répète, 44,6 millions d'électeurs, quelques centaines de milliers de gens auront choisi, et vous amènerez à ce que des gens comme Montebourg, Hamon diront, c'est Valls le candidat. Mais qui a choisi M. Mélenchon? Pardon, à part lui-même? Non, mais je veux dire, c'est quelle est la légitimité de Jean-Luc Mélenchon? 170 000 personnes qui sont inscrites, je ne comprends pas pour quelle raison vous dites ça. Il y a 4 organisations. Vous les choses. Mais je ne pose rien. D'organisation. Moi, je vous dis d'ouvrir la parole. Mais pour quelle raison vous dites qu'il a choisi Mélenchon? Les gens qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Vous dites à l'instant, M. Corbière, que. Non, je dis, M. Hanotin, est-ce qu'on est d'accord que si Manuel Valls emporte la primaire, vous soutiendrez M. Valls? Moi, je serai loyal vis-à-vis vous soutiendrez M. Valls de la primaire. Voilà. Mais c'est un désaccord de fond. Non, mais c'est important parce que pour quelle raison nous n'allons pas à la primaire? C'est que jamais nous ne soutiendrons Manuel Valls, par exemple. Jamais. Donc, monsieur Hanotin appellera à voter. Et par contre, vous aurez le choix entre monsieur Fillon et mme Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Parce que vous appellerez pas à voter Jean-Luc Mélenchon? Parce que pour quelle raison, alors que nous sommes devant les sondages, la seule candidature qui peut permettre d'éviter un second tour, droite et FN, voyez, excusez-moi de vous le dire, monsieur Hanotin, mais c'est important. Allez-y, puis on donnera la parole à Barry Zacharie. C'est l'arrogance socialiste. Le seul rassemblement possible, il est socialiste. La seule candidature possible au second tour, c'est ce que vous venez de dire. Ce que je vous dis, ça peut être aussi Emmanuel Macron. Dans justement le mouvement populaire qui est autour de Jean-Luc Mélenchon, franchement, moi je n'ai souhaité qu'une chose. Il faut aller au congrès du PS. Non, vous veniez dans la primaire. Barry Zacharie. C'est ouvert. Messieurs, s'il vous plaît, on va donner la parole à Barry Zacharie. Est-ce que vous pensez bien que Emmanuel Macron va davantage capter les voix de François Hollande que Manuel Valls? Alors je pense qu'elles vont se partager. C'est des réformistes, elles vont se partager entre Manuel Valls et Emmanuel Macron. On commence à voir déjà des gens qui viennent vers Emmanuel Macron et je pense que ça va continuer. Il va y avoir, à l'UDI par exemple, il y a 350 jeunes de l'UDI qui ont rejoint Emmanuel Macron. Ce matin, nous avons eu M. Mignard, il y en a d'autres et je pense que ça va venir, effectivement. Vous attendez François Hollande aussi qu'il prenne position dans la campagne, qu'il soutienne très clairement Manuel Valls, ou peut-être hier il n'a pas fermé complètement la porte en parlant du rassemblement des progressistes, un thème cher à Emmanuel Macron. Le président de la République hier n'a pas parlé du rassemblement de la gauche. Il a parlé du rassemblement des progressistes. Et là, il y a peut-être un clin d'œil, effectivement, à Emmanuel Macron dans ce qu'il est en train de faire. Il y a la primaire de la droite a désigné le chef des conservateurs. Emmanuel Macron veut se porter comme étant le chef des progressistes. Alexis Corbière. Non, je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que il n'y a plus de dynamique à rassembler des partis, on comprend bien. Il faut d'abord, les Français, il faut leur parler directement. Il y a une telle distance qui
qui s'est fait avec les partis traditionnels, qu'on voit bien les candidatures qui sont en dynamique sont celles qui ne se posent plus le problème de perdre du temps. À gauche, mais à droite, on reste dans un schéma de parti traditionnel, à l'extrême droite aussi. Oui, non mais je parle tout ce qui est des milieux populaires, essentiellement. Parce que la primaire de la droite, vous l'avez vu, sociologiquement, était quand même très particulière. Les milieux populaires ne se sont désintéressés de ça. Moi, je répète que ce que les gens veulent entendre, ceux qui voient qu'il y a eu 1 million de chômeurs supplémentaires, ceux qui pensent que la pauvreté augmente et les inégalités ne cessent de progresser, eux, il faut leur parler. Et franchement, c'est pas une valeur ajoutée que de leur dire « j'ai fait l'unité avec tel parti », et notamment avec le Parti socialiste. C'est mon opinion. Les électeurs trancheront, on est d'accord. Mais je répète qu'il faut comprendre pourquoi il y a une candidature Mélenchon en dynamique, et même peut-être pourquoi, alors que je suis un radical désaccord, pourquoi Macron, il avance aussi. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Si on reste enfermé dans un vieux monde, eh ben, je crois qu'on sera balayé avec lui. Alors, Emmanuel Macron a fait l'analyse de la déliquescence des partis politiques et de l'éloignement des partis politiques. Mathieu Hanotin, face à cette question justement de la déliquescence des partis politiques traditionnels, est-ce qu'il faut vraiment tout remettre à plat et peut-être, on se souvient à un moment, eh bien Manuel Valls qui voulait carrément changer aussi le nom du Parti socialiste. Non mais moi je ne fais pas cette analyse-là. Je vous le dis, moi je ne pense pas que le problème c'est les partis politiques. Je pense que le problème c'est la politique que nous avons menée quand nous étions au gouvernement, qui n'était pas celle que nous avions promis, que François Hollande lui-même avait promis lors de la primaire de 2011. Voilà, et c'est ça le sujet central. Et pourquoi le parti a Parce pas que pu les s'y partis opposer moi, je suis quand même très inquiet par ce populisme qui vise à nier l'intérêt des partis. Parce que les partis, c'est quoi finalement? C'est tout simplement une organisation collective, des gens qui se rassemblent parce qu'ils veulent changer la vie des gens et qui réfléchissent ensemble. Attention, monsieur Hanotin, l'organisation collective, je suis d'accord, mais les partis, pas juste avec leur système d'auto-reproduction, leur bureaucratie, qui fait que même un parti, une fois que le monarque est élu, il n'est plus en contre-pouvoir, c'est soit qu'on a assisté. Donc il faut d'autres formes d'organisation. C'est pas parce que, si vous préférez, je pense qu'il y a des dérives au Parti socialiste exactement telles que celles que vous décrivez aujourd'hui, que je dis donc ce parti doit mourir. Tant qu'à faire, est-ce que ce parti doit mourir et organisons la politique autour d'hommes, voilà, qui ont une petite équipe d'affidés autour d'eux et qui vont droit en avant. Voilà, je ne pense pas que c'est ça. En tout cas, c'est pas ma manière de faire de la politique. C'est pas la nôtre non plus. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème au Parti socialiste. Et cette primaire, justement, doit redonner de l'oxygène en cassant les cadres un peu sclérosés qui existaient et en faisant appel justement au peuple de gauche, parce qu'on redonne du pouvoir finalement à travers ça. Benoît Hamon, quand il se présente, il prend ce risque-là. Enfin, évidemment, il pourrait dire je suis candidat à la présidentielle, vaille que vaille, etc. C'est pas ça le sens. Le sens, c'est qu'il pense qu'il a quelque chose à amener et il veut prendre le peuple de gauche à témoin. Et c'est ce que nous ferons les 22 et 29 janvier. La preuve par 9, c'est le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. 110 ou 115 000 adhérents tous les jours davantage. Des financements de plus de 3 millions depuis quelques temps. Donc les gens, non seulement cliquent, vous alliez m'opposer ça, adhèrent à la charte, mais en plus financent le mouvement, qui n'est pas financé sur des fonds publics, et qui n'est pas financé sur des fonds publics. Excusez-moi, chaque don est quand même déductible à 66% des impôts. Ça, ce sont les gens qui donnent 7 500 euros récupèrent 5 000 euros de l'État. Ce sont les gens, pour le moment, ce sont les gens qui donnent. Donc ça veut dire que sur les 3 millions de financement que Emmanuel Macron a obtenu, il y a 2 millions d'euros de financement public. Oui, 2 tiers. C'est après coup. Oui, et également, l'intérêt d'Emmanuel Macron, c'est de faire revivifier tout ça avec la société civile. Mathieu Hanotin, certains prédisent un véritable carnage de cette primaire à gauche. Qu'en pensez-vous? Un carnage, c'est-à-dire définissez un peu plus précisément. Une véritable guerre fratricide entre un Arnaud Montebourg, un Manuel Valls. J'apprécie beaucoup, mais je ne pense pas que ça va être ça. Non, je pense que justement, on va pouvoir avoir le renoncement de François Hollande quelque part, et il permet qu'on ait un vrai débat idéologique. Parce qu'il y a 2 lignes manifestement à gauche, avec des nuances, des différences, etc. Mais il y a, moi, je ne pense pas, si vous préférez, que ces lignes sont incompatibles. Je pense que le problème dans lequel on est, c'est qu'il y a une ligne qui est structurellement minoritaire, qui a fait 5% à la dernière primaire, qui était incarnée par Manuel Valls, et qui, quelque part, a usurpé le pouvoir. Parce que ce n'est pas cette ligne-là qu'on a vendue aux électeurs, et c'est celle-là qui s'est retrouvée au pouvoir. Et bien, la primaire, elle doit permettre de changer ça. On arrive rapidement au terme de ce débat, Marie Zacharie. L'usurpation du pouvoir par Manuel Valls, avec ses 5%, mais vous dites vous-même, et c'est paradoxal, que si Manuel Valls l'emporte, vous serez derrière Manuel Valls. Mais à ce moment-là, il aura quand même réuni plus que 5%, c'est-à-dire qu'il aura réuni 50% des électeurs. Mais sa ligne, elle ne va pas beaucoup changer. Sa ligne, elle ne va pas beaucoup changer. Alexis Corbière. Si monsieur Macron, de la même manière que M. Mélenchon, n'est pas présent au deuxième tour, à un moment donné, il y aura un choix. Très rapidement, Alexis Corbière, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Peut-être derrière Valls.
Moi, je pense sur le fond, c'est l'occasion. Moi, j'ai voté Chirac en 2002. Emmanuel Macron est plus dangereux pour Jean-Luc Mélenchon que Manuel Valls? Absolument pas. Je pense que la candidature aujourd'hui dynamique, c'est la nôtre. La seule candidature qui peut permettre d'éviter ce second tour d'Artrefen, c'est celle de Mélenchon. La seule candidature qui met un terme à la monarchie présidentielle. Parce qu'on a beaucoup parlé cuisine, la question c'est le fond. Notamment passer en 6ème République, convoquer une assemblée constituante. Si vous avez si confiance que ça, merci Alexis Corbière, merci Mathieu Hanotin, merci Barry Zacharie. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, édition spéciale sur Public Sénat à partir de 16h à l'occasion de la Convention nationale de la Belle Alliance populaire. Très bonne soirée à tous.